J'ai le pressentiment qu'un jour, cette petite île étonnera le monde. Jean-Jacques Rousseau. « 2000 ans d'histoire. Si, depuis Rousseau, la Corse n'a pas fini d'étonner le monde, on a souvent du mal à comprendre ce fameux particularisme corse qui, depuis plus de 2 siècles, nous agace parfois et nous intrigue toujours. Il est pourtant le produit d'une longue histoire dans laquelle la France n'apparaît que très tard, mais où l'on retrouve tout ce qui fait la Corse d'aujourd'hui. Toujours conquise, jamais soumise, occupée successivement par les Grecs, les Étrusques, les Carthaginois, les Romains, les pirates barbaresques et la République de Gênes, avant d'être achetée par Louis XV en 1768, la Corse, depuis plus de 30 ans, fait régulièrement la une de l'actualité, pour le meilleur ou pour le pire. France Inter, Bernadette Chamonaz, le 7 février 1998. France Inter. 21h15 hier soir, Claude Érignac, préfet de la région Corse, est assassiné en pleine rue à Ajaccio. Un crime spectaculaire, exceptionnel. C'est la plus grave atteinte à l'autorité de l'État jamais commise dans l'île. Cet assassinat n'est toujours pas revendiqué. Très grande émotion du président Jacques Chirac, qui parle d'actes inqualifiables et abjects. L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare, d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire. C'est affreux, c'est épouvantable que ça puisse arriver. Nous assistons à une escalade de la violence, une fois de plus, et les gens sont de plus en plus atterrés, ne savent pas quoi dire. Il n'y a pas de mots. C'est lâche, c'est immonde. Ça fait mal au cœur à la Corse. On ne peut pas faire une Corse avec des gens qui tuent, c'est pas possible. Thierry Ottaviani, bonjour. Bonjour. Alors c'était il y a 12 ans à Ajaccio, l'assassinat du préfet Érignac le 6 février 1998, l'attentat le plus spectaculaire depuis les débuts de la violence en Corse, il y a plus de 30 ans. Vous le rappelez dans un livre, La Corse pour les nuls, publié chez Feur. C'est un livre dans lequel on apprend beaucoup de choses, que j'ignorais, je dois dire, sur une histoire qui commence bien avant que la Corse soit devenue française. C'est l'histoire au fond d'un peuple toujours conquis, jamais soumis, ce qui pourrait être, dites-vous d'ailleurs, le résumé de l'histoire de la Corse depuis qu'elle a été occupée par les Grecs il y a déjà 2500 ans, Thierry Ottaviani. Oui, tout à fait. Alors, pour remonter l'histoire de Corse, alors de qui sont les Corses, d'où viennent-ils? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, il faut savoir que les premières traces d'origine humaine, peut-être, remonteraient à 50 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est très ancien, 50 000 ans avant Jésus-Christ, sachant qu'on a découvert dans une grotte au nord de Machinage, ou dans le Cap Corse, des ossements, un tas d'ossements de cerfs nains, de Casio, et on suppose que ce sont des hommes qui les auraient placés là. Alors, c'est contesté aujourd'hui, mais on peut supposer quand même qu'il y avait des Corses il y a très très longtemps. Les premières traces qu'on trouve, c'est une phalange humaine au 18 000 avant Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, vous avez la Dame de Bonifacio, 7 000 ans avant Jésus-Christ, qui a été découverte dans un site préhistorique, dans une grotte au sud de la Corse. Alors tout ça avant l'arrivée des Grecs, qui surnommaient déjà la Corse Calistée, la plus belle. La plus belle, tout à fait. C'est un peu comme on l'appelle aujourd'hui d'ailleurs. Comment on surnomme la Corse aujourd'hui? C'est une île qui a toujours fasciné. Une île de beauté. Tous les écrivains ont décrit la Corse. On pense à Maupassant qui a décrit les calanques de Piane. Et c'est vrai que c'est une île qui a toujours fasciné par sa beauté et aussi qui a toujours intrigué parce que c'est aussi une île mystérieuse par son peuple qui a une personnalité très forte. Alors après les Grecs qui ont d'ailleurs fondé une ville très ancienne, dont on reparlera d'ailleurs parce qu'elle s'est illustrée dans l'histoire au XXe siècle, c'était Alalia, devenu depuis Aléria. Il y a eu les Carthaginois, les Étrusques, les Romains armés de solides préjugés. Sénèque, vous voyez, chez les Corses, Sénèque qui a été en exil en Corse pendant 7 ans, chassé par Néron. Vous voyez que parler des Corses comme de gens paresseux, rebelles, Tite-Live aussi, ils avaient très mauvaise réputation déjà à l'époque. Alors c'est vrai que le premier à avoir écrit que les Corses étaient paresseux, c'était Strabon, qui dit que les Corses sont de très mauvais esclaves, qui sont apathiques et qui font regretter à ceux qui les ont achetés le peu d'argent qu'ils leur ont coûté. Donc c'est très méchant, mais ça veut dire aussi que les Corses n'étaient pas un peuple servile puisqu'ils refusaient de travailler pour les autres.
Alors des invasions, beaucoup. Les Romains sont restés extrêmement longtemps, hein, Thierry Ottaviani. C'est la plus longue occupation d'ailleurs de la Corse. Disons que vous avez Alalia, qui a été fondée par les Phocéens, et puis ensuite quand les Romains, après les guerres puniques, sont arrivés, enfin pendant la première guerre punique, sont arrivés et ont rebâti sur Alalia la ville Aléria, hein, qui a changé de nom, eh bien vous avez eu plusieurs siècles, vous avez 8 siècles de romanité, et une bonne partie de la culture corse, de la langue corse, eh bien vient de cette occupation, de cette présence romaine. Ah oui. Alors les Romains, donc, une invasion plutôt pacifique, en tout cas qui a été fructueuse pour les Corses, comme elle l'a été d'ailleurs pour les Gaulois. Alors en revanche, beaucoup moins pacifique après la chute de l'Empire romain, l'invasion des Vandales, l'arrivée des Lombards, des Francs, et puis alors des pirates barbaresques. La Corse a été pendant des siècles régulièrement agressée, attaquée. C'était pas forcément une occupation, c'était de véritables razzias que faisaient ces pirates barbaresques, les Maures, comme on les appelait, M-A-U-R-E-S, hein, qui venaient en Corse pour y rafler des esclaves ou pour piller les villes. Tout à fait. Alors les invasions maures datent du IXe siècle. Ils vont être chassés par les Carolingiens, mais c'est pour mieux revenir à chaque fois, comme vous le dites, par des razzias. Ils vont piller. Ça va durer plusieurs siècles. Il faut savoir que ce qu'on appelait après les pirates barbaresques, c'est bien plus tard, hein, c'est au XVIe siècle, et c'est à partir de ce moment-là que, autour de la Corse, tout autour de la Corse, sur les côtes littorales, vont être construits des tours génoises pour surveiller la mer et prévenir de ces invasions des pirates barbaresques. Et puis ça explique peut-être aussi l'émigration, ou plutôt vers l'intérieur, vers la montagne, pour se protéger justement de ces incursions. Ça explique aussi tout simplement le drapeau des nationalistes corses, le drapeau à tête de mort, M-A-U-R-E. Alors le drapeau à tête du mort, c'est toute une histoire en fait. Ce drapeau en fait remonte à l'époque, au XVe siècle, à l'époque où un seigneur corse qui va soutenir le royaume d'Aragon va, contre les Génois, va brandir ce drapeau. Alors pourquoi la tête de Maure? Eh bien tout simplement, c'est un emblème qui est repris en partie au roi d'Aragon, qui lors de la Reconquista espagnole, a chassé les Maures. Alors au départ, vous avez les morts d'Espagne. Alors au départ, vous avez comme en Sardaigne, hein, en Sardaigne aussi, vous avez un drapeau avec des têtes de Maure. Il y en a 4, séparées par la croix de Saint-Georges, qui est aussi un des symboles du roi d'Aragon. Eh bien, les Corses vont garder que la tête de Maure, et avec cette différence près, c'est que sur le bandeau va être soulevé au XVIIIe siècle par Pascal Paul, qui est un grand philosophe et bien sûr auteur de la Constitution de la Corse en 1765, qui va dire les Corses, il faut montrer à l'Europe. À l'époque, on ne parlait pas du monde, mais de l'Europe. Il faut montrer à l'Europe que les Corses n'ont pas peur de la lumière. C'est lui qui a fait soulever ce bandeau qui masquait les yeux de la tête du Maure. Et qui le soulève contre un autre occupant qui, lui, est resté quand même très longtemps, aussi 5 siècles, c'est-à-dire la République de Gênes. C'est contre Gênes que les Corses, à plusieurs reprises, se sont déjà dressés, proclamant même leur indépendance en 1735. Même si les Génois n'ont pas été chassés intégralement de la Corse, ils se sont donné même un roi en 1756, un roi qui n'était pas corse du tout, qui s'appelait Théodore Ier, Thierry Ottaviani. Alors l'histoire de Théodore Ier, c'est 1736. Hein, l'histoire de Théodore Ier, en fait, est une histoire qui, aux yeux de beaucoup, hein, est parue assez abracadabrantesque. Il s'appelait Thierry de Nehoff, hein, c'est pas très corse. Évidemment, c'est un Allemand. Alors, pourquoi les Corses choisissent-ils un Allemand pour le désigné roi de Corse? Alors il faut bien comprendre la situation politique de l'époque. Les Génois ont occupé la Corse pendant un moment et il y a un grand fléau qui sont les vendettas. Donc ces querelles entre familles qui font des milliers de morts, qui sont un véritable fléau pour les Corses. Et en gros, pour les révoltés les hommes politiques qui sont révoltés contre les Génois, ces hommes politiques corses à partir de 1735, eh bien, il n'y a pas d'État en Corse. Donc le grand problème, c'est d'instaurer un État en Corse. Et la première tentative d'État, en fait, est ce royaume du roi Théodore, qui, en fait, on peut voir les choses sous cet angle, a été désigné un peu comme à l'époque, ces intellectuels faisaient référence à la philosophie de Hobbes. Les Corses avec ces vendettes, étaient dans une sorte d'état de nature, une guerre de tous contre tous, et donc il fallait absolument, comme dans le contrat hobbesien, eh bien qu'on désigne une personne extérieure, eh bien pour faire régner l'ordre, et c'était le cas du roi Théodore. Qui n'a régné en fait qu'un an, quelques mois simplement en Corse. Tout à fait. Alors donc en fait c'était aussi contre les Génois effectivement
que les Corses, dont les Corses ne supportaient plus l'autorité, qu'ils s'étaient révoltés, ils s'étaient donné un hymne national, avaient proclamé leur indépendance, s'étaient donné même une constitution, la première constitution démocratique pratiquement de l'histoire, avant que la Corse devienne française sous Louis XV en 1768, quelques mois avant la naissance du plus illustre des Corses. Il exista naguère un être fabuleux qui avait pourtant l'aspect d'un homme, qui naquit dans une île, rêva toute sa vie de conquérir une île, sortira dans une île, et qui contre son gré trépassa dans une île. Il naquit à Ajaccio le 15 août 1769. Quelques mois auparavant, le roi Louis XV... Pavel, il faudrait acheter la Corse. La chose est envisagée, sire, depuis longtemps. Eh bien, mais je ne désire pas qu'on tarde davantage. Et combien il avait raison. 45 jours plus tard, Napoléon serait né italien. Et c'était un extrait du Napoléon de Sacha Guitry racontant à sa manière l'annexion de la Corse un an avant la naissance de Bonaparte, qui disait « Je naquis quand la patrie périssait ». Pour lui, la patrie, c'était pas la France, c'était la Corse. C'était la Corse, tout à fait. Dans cette lettre adressée à Pascal Pal, dont Napoléon est un grand admirateur, le père de la Corse. Il décrit les Français en disant 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté par des flots de sang. Donc, de qui parle-t-il quand il parle de sa patrie? Bien, c'est de la Corse. Et c'est vrai qu'on oublie que Napoléon était et avant d'être français, il pensait vraiment comme un Corse et il était paoliste. Et il est né l'année justement de la grande défaite des Corses contre l'armée française à Ponte Novo le 8 mai 1769. C'était le début donc d'une présence française qui au début a été relativement, je dis bien relativement, paisible. Parce que la Corse pendant 2 siècles semblait s'être plutôt bien intégrée au continent, surtout quand Napoléon III, avec le Second Empire, considérait qu'au fond c'était plus qu'un département, disait-il, c'est une famille. Il a beaucoup fait pour la Corse et pour intégrer la Corse au continent, Thierry Ottavani. Bon, il y a quand même eu des conflits. La bataille de Ponte Novo est une bataille contre les Français et pendant longtemps, avec les armées, les troupes du roi Louis XV, eh bien, il y a eu des combats très violents en Corse. Seulement, il y a eu la Révolution française. Donc, à partir de 1789, Pascal Pal, qui est un philosophe des Lumières, eh bien, est reçu par tous ces révolutionnaires que sont Robespierre, Mirabeau, Lafayette voit en Pascal Pal un Washington Corse. Et donc il y a quand même du côté de la France une volonté de pacification, etc. Bon, après les choses vont évoluer. Vous avez Napoléon Ier, eh bien, qui est issu qui est un Corse et qui va eh bien fonder un empire. Donc vous avez un moment où l'histoire de Corse va marquer l'histoire de France, que ce soit par Pascal Pal, qui a donc par ses idées eh bien influencé des philosophes comme Rousseau, qui écrit en 1765 un projet de constitution pour la Corse, et puis aussi Voltaire, et puis vous avez Napoléon, et puis des grandes familles qui vont marquer l'histoire de France, comme Charles-André Pozzo di Borg, Horace Sébastiani, et puis après, comme vous le dites, Napoléon III, qui dit la Corse est une grande famille, et va bien faire beaucoup pour la Corse, développer l'île, faire une route continuer les travaux de la route et surtout mettre un train entre Ajaccio et Bastia, faire le canal de la Gravonne pour alimenter en eau la ville d'Ajaccio, beaucoup de travaux et une grande passion et affection pour la Corse. Une intégration aussi de la Corse qui se manifeste d'une manière assez connue, c'est-à-dire par exemple, énormément de Corses se sont mis à travailler dans la fonction publique en France. D'ailleurs, ce qui explique aussi ce qu'est le point de départ d'un exode important, justement, vers le continent, Thierry Ottaviani. Tout à fait. À la fin du XIXe siècle, vous avez un paradoxe. La Corse a donné quand même à la France 2 empereurs. Et il y a une haine des républicains, que ce soit par Clémenceau qui dit qu'il faut se débarrasser de la Corse pour un franc symbolique, et un racisme anti-corse qui naît à partir de la Troisième République. Mais en même temps, les Corses sont paradoxalement très intégrés dans la République, et il y a cet exode dont vous parlez. On considère qu'il y a 2500 Corses qui quittent l'île tous les ans pour aller peupler les colonies, et là, ils travaillent bien au service de l'État français. Voilà, donc l'histoire de Corse continue. Après, vous avez la Première Guerre mondiale et la Corse s'intègre. Oui. La Corse s'intègre. 15 000 Corses tués lors de la Première Guerre mondiale. Donc la Corse paye un lourd tribut à la France, mais c'est aussi le signe de son